Bonjour à tous, il est 17 h, alors on va débuter. On est ponctuel et on finira à l'heure. Donc déjà, bienvenue à ce webinaire qui est organisé par la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc sur la thématique de la mobilité aujourd'hui. C'est une thématique qui répond aux enjeux et aux défis majeurs du moment en termes de qualité de vie, d'efficacité de nos déplacements et aussi évidemment d'environnement. Dans l'heure qui suit, on vous propose d'aborder les questions de mobilité durable transfrontalière avec deux intervenants. Monsieur Jean Varlet, qui est professeur en géographie des transports et de mobilité au laboratoire IDITEM et à l'Université Savoie-Mont-Blanc, et monsieur Christophe Dubois, le directeur du réseau et environnement à ATMB, Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc. On aura donc une approche pédagogique et analytique de la mobilité. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre du projet, dans le cadre du projet de chaire transfrontalière mobilité de recherche et de formation qui sera présenté dans une vidéo pendant 7 heures. Cette vidéo-là a été réalisée grâce au soutien du département de la Haute-Savoie. Et on les remercie vivement. On remercie M. Christian Monteil pour son soutien et aussi le soutien de M. Christian Dupessay d'Anne Massaglo. Je vous rappelle des règles de fonctionnement que tout le monde connaît maintenant. Je vous invite à couper vos micros et vos webcams, si possible pour la bande passante, et puis à poser vos questions dans le chat, et évidemment à participer activement et à poser toutes les questions que vous souhaitez. Ce webinaire aussi est enregistré. Et vos questions sont reprises et traitées par Mathilde, qui est à côté de moi. Bonjour. Et les documents de présentation seront accessibles sur le site web de la Fondation. Jean, je vous laisse la parole. Merci Sandra et bonjour à chacun et chacune pour ce webinaire et ce temps d'information. Il m'a été demandé de présenter un peu un certain nombre d'éléments en termes de connaissances sur les mobilités transfrontalières. Donc je le fais en sachant que dans les quelques minutes que nous avons à disposition, on ne pourra bien sûr pas aborder la totalité des éléments. Alors si on commence assez rapidement sur cette affaire-là, bien comprendre que les mobilités transfrontalières concernent les déplacements domicile-travail de courte et moyenne distance à travers une frontière, sont exclus tout ce qui est flux internationaux à longue distance, quels qu'ils soient. Et puis, pour être plus précis encore, comme vous le voyez, s'en tenant à la définition de l'Office fédéral de la statistique suisse, est considéré comme travailleur frontalier, travailleur étranger à la Suisse, qui exerce une activité lucrative en Suisse, au départ uniquement dans la zone frontalière, aujourd'hui ce n'est plus vrai, en vertu d'une autorisation de travail spécifique qui est donnée par la Suisse, tout en conservant son domicile à la périphérie des frontières de la Suisse, et ce, quelle que soit sa nationalité. Alors, on va retenir un peu ceci. À partir de là, combien de déplacements transfrontaliers quotidiens enregistre-t-on en France ? Bon, on était en salle, il y aurait un petit échange interactif. Ici, c'est pas possible. En gros, on est à quelque chose d'environ 400 000 personnes, 400 000 habitants. Avec toutefois cette précision, c'est que cette valeur est établie par l'INSEE français et concerne d'abord et avant tout les habitants français ou vivant sur le territoire français. On n'a pas ou rarement le nombre de personnes qui font le trajet dans l'autre sens. Et sur ces 400 000 habitants, on va dire qu'en gros, à 95% peut-être, c'est dans le sens France-étranger que se produisent ces déplacements. Alors, bien évidemment, avant de commencer aussi, une précaution sur tout ce qui est données statistiques. J'ai passé un très grand nombre d'heures pour essayer de comprendre, décortiquer les données, faire le tri, établir des correspondances, et c'est très compliqué. Donc, prendre du recul, grande prudence avec tous les chiffres, parce que vous voyez, par exemple, sur la carte de gauche, on pourrait dire simplement qu'on a affaire à un millefeuille à trois pattes. Il y a une patte suisse avec les cantons, les communes, etc., la frontière d'État étant ici. Il y a une patte française avec régions, départements, communes et intercommunalités diverses. Et puis, il y a une troisième patte, la patte transfrontalière,
alors qui est assez complexe. Ici en rouge, un espace transfrontalier genevois, ici en jaune, le territoire du Grand Genève, le canton de Genève qui est ici. Il y a par ailleurs un espace franco-valdo-genevois qui existe. Plus récemment, même très récemment, le PMGF a été créé en tant que pôle métropolitain du genevois français, qui est dans la partie française, qui ceinture presque le canton de Genève, en s'étalant un peu plus loin que ce qui est indiqué par le trait rouge. Enfin, vous voyez, donc c'est très, très compliqué. Comme chaque structure fait ses propres statistiques, soyez toujours très prudent quand vous voyez des chiffres pour établir un peu une validité de l'information. Et puis, vous voyez à droite, pour compliquer les affaires aussi, quand on est côté suisse, là, tout ce qui est en rouge ici indique la commune centre en termes statistiques suisse, et vous voyez que la commune d'Annemasse est intégrée là-dedans. Donc, vous voyez, comme Annemasse fait partie du PMGF, ça fait quand même quelque chose de compliqué à décortiquer. Alors, de quoi parlerons-nous aujourd'hui? De ces 3 points, hein, sur l'ampleur de ces mobilités dans l'espace franco-suisse lémanique, les modalités ou quelques modalités de ces mobilités, et puis l'adaptation progressive de l'offre des transports. Alors, sur le premier point, quelques éléments cartographiques pour vous indiquer où sont les principaux flux transfrontaliers en France. Bien sûr, dans la partie nord, ici, vous voyez que c'est de façon assez diffuse en plusieurs endroits, dans le secteur de Mouscron, celui de Tournai, celui de Mons. Vous avez ensuite, plus au nord-est de la France, des liens très forts avec le Luxembourg, qui accueille aussi des Belges et des Allemands. Côté Alsace-Lorraine de l'Est, des liens avec l'Allemagne, la Sarre, pardon, la Rhénanie, le Bade-Württemberg avec l'Ortenau notamment. Mais vous voyez que tout d'un coup, sur cette carte, Strasbourg qui apparaît ne voit pas mentionner de flux en direction d'eux, et pourtant, il y a sûrement beaucoup de flux venant d'Allemagne allant vers Strasbourg également. Et il y en a dans l'autre sens, bien évidemment. Mais là, on n'a pas de données chiffrées forcément. Et puis, ici, vous avez les liens avec la Suisse du nord-ouest, pardon, le secteur balois, qui accueille des Français et des Allemands en plus des Suisses. Vous avez ensuite une bande transfrontalière jurassienne très dispersée, qui fournit des personnes qui vont travailler dans la région de la Chaux-de-Fonds, le Locle, dans la région du Cheny ici, plus dans le secteur Porrentruy, enfin, c'est beaucoup disséminé. Et puis, le secteur Genevois, mais qu'on ne va pas appeler Genevois tout simplement. Hein, c'est plutôt le secteur que j'appelle franco-suisse lémanique, qui concerne tout notre secteur situé au nord des Savoies et au bord du lac. Alors, ce qui fait que quand on retient tout ça, eh bien, alors on a ce classement suivant, ce rangement suivant plutôt, avec en première place l'espace franco-suisse lémanique, hein, première région transfrontalière de France, mais aussi de Suisse, avec en gros 115 000 personnes qui franchissent la frontière tous les jours pour aller travailler. Et Genève, canton de Genève, 91 000 personnes, le reste correspond à des personnes qui partent du secteur transfrontalier genevois, puis qui vont travailler plutôt dans le canton de Vaud, vers Nyon, voire au-delà jusqu'à Lausanne. D'autres sont dans le secteur de Thonon, Évian et la rive sud du Léman pour aller travailler dans la Suisse, pardon, dans l'est du Léman, côté Valais ou côté Vaud, voire jusqu'à Lausanne aussi, Vevey ou Montreux. La deuxième région transfrontalière de France, c'est les liens avec le Luxembourg, 78 000 personnes quotidiennes. Ensuite, on est sur des valeurs plus faibles, mais qui sont quand même tout à fait importantes. Bâle, 34 000, Monaco, 23 000. Monaco, c'est important. Et puis, ensuite, en cinquième et suivant, je vous ai mis une liste par pays, mais sachant que c'est dispersé selon tous ces sites, on n'arrive pas aux 24 000, 45 000, 37 000 pour chaque chose. Là, on est plutôt dans les 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 selon les cas. Voilà, autrement dit, bien noter qu'on est en présence de la première région transfrontalière de France et de Suisse. Et du côté suisse, vous le voyez, c'est le secteur du Tessin, du Ticino, pas très loin de la grande métropole milanaise, qui est arrivé en deuxième position, tandis que Bâle est désormais en troisième position. Genève était en troisième position et passé en première position, je n'ai pas la date, mais enfin, en gros, une quinzaine d'années à peu près. Ce que l'on constate sur cette affaire-là, c'est que les mobilités concernent des destinations métropolitaines, dans le cas de Genève, de Luxembourg, de Bâle et de Strasbourg,
que par contre, au niveau de la montagne jurassienne, c'est plutôt pour aller desservir l'industrie diffuse en milieu rural dans les Vosges jurassiens qui sont très industrialisés et en plein dynamisme économique, ou bien des petites villes aussi ou des villes moyennes, comme la Chaux-de-Fonds par exemple. Et puis, côté belge, on est plutôt avec des villes petites et moyennes. Alors là, on sait que pour le côté belge, si en gros 24 000 Français qui vont en Belgique, il y en a à peu près 10 000 qui viennent vers Lille. Voilà, alors deuxième point très important là-dessus, c'est d'enregistrer cette exceptionnelle croissance des mobilités transfrontalières. Là, on s'intéresse uniquement au canton de Genève, croissance extrêmement récente. Vous voyez les courbes. Depuis 1949 jusqu'à 2019, j'ai pu retrouver des chiffres et puis construire la courbe. En gros, les années 50, une stagnation. On est à 800, 900, 1000 transfrontaliers par jour, 1200, parfois un peu plus. Et puis, en deuxième période, il y a une quinzaine d'années, 1960-74, où là, on a une très forte croissance, puisqu'on passe en gros de 1000 à 24 000. Autrement dit, 1200 à 24 000 multiplié par 20. C'est tout à fait extraordinaire en lien avec la prospérité économique, le développement de l'agglomération de Genève et de ses fonctions diverses tertiaires. La troisième période qui suit, en gros 1974 à 2000, le dernier quart du XXe siècle, là on a une croissance beaucoup plus modérée, mais non négligeable. On passe en gros de 20 000 à 30 000, donc ça fait plus 1,5, c'est quand même énorme. Mais par rapport à ce qui précède et ce qui suit, ça reste modéré, et surtout c'est saccadé. Alors vous avez ici la pente descendante qui correspond à la crise pétrolière, puis une période où ça redescend ici dans les années 90 parce que la question de la xénophobie de l'immigration côté suisse pose beaucoup de problèmes. Et puis finalement, on va arriver à cette quatrième période tout à fait extraordinaire. Depuis 2000, ça a commencé à peu près en 2000, et vous avez une multiplication donc par 3 du nombre de mobiles qui passent la frontière quotidiennement pour aller travailler. Alors là, il y a une date essentielle, c'est 2002. La loi, des accords, excusez-moi, des accords bilatéraux entre la Suisse, la Confédération helvétique et l'Union européenne pour autoriser la libre circulation de personnes résidant au-delà de la limite des 10 km de la ligne frontalière pour aller travailler en Suisse. Alors bien sûr, ça crée une explosion, multiplié par 3. Aujourd'hui, rien que pour le canton de Genève, on est à 91 000 au lieu des 30 000 il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, vous voyez les taux de multiplication en bas, doublé en 15 ans, triplé en 30 ans, quintuplé en 40 ans. C'est quand même une progression tout à fait exceptionnelle. Alors, pour terminer là-dessus, sur ce premier point, indiquer que on a affaire à des mobilités, un essor des mobilités qui est le fruit de polarisation métropolitaine. L'agglomération genevoise, dans le cas présent, attire énormément pour des raisons que que beaucoup connaissent, une très forte attractivité de la Suisse. Alors, on précise que côté Suisse romande et particulièrement côté genevois, on a affaire à un dynamisme économique et démographique qui est actuellement, depuis une bonne dizaine d'années, le plus élevé de toute la Suisse. Le PIB, une fois et demi, l'emploi frontalier, une très forte croissance, l'agglomération de Genève, environ 500 000, mais tout dépend où on s'arrête. Et puis surtout, il y a le nombre d'emplois, 370 000 emplois, c'est colossal. Ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement, je n'ai pas trouvé la valeur. D'où un appel de main-d'œuvre très important. Ce qui attire, c'est le niveau des salaires, c'est un droit du travail plus souple qui autorise davantage d'emplois à créer aisément. Tout ceci est renforcé, comme je dis, par les accords de 2002. La langue française joue aussi, l'espace francophone intervient, et bien sûr, les problèmes économiques en Vallée de l'Arve ou ailleurs, depuis quelques années, contribuent à renforcer aussi le nombre de mobiles. Mais la Suisse est également répulsive, et ça c'est très important dans notre affaire, parce que vous avez un problème majeur du foncier qui est là. En gros, actuellement, dans Genève, le prix moyen de l'appartement, c'est de l'ordre de 8 000 euros. Donc, on compare à la France, c'est évident que c'est extrêmement élevé, et ce n'est que du prix moyen. Mais on a aussi le manque de logement et le marché est très tendu, ce qui fait que, comme dans toute agglomération qui s'étend, tout phénomène d'urbanisation,
le report de la croissance se fait plutôt en périphérie. Toutefois, dans le cas genevois, un élément majeur intervient en plus, à savoir que dans le canton de Genève, il y a l'agglomération, mais il y a aussi un espace agricole qui ceinture à peu près cette agglomération. Et dans cet espace agricole, il n'est pas question de construire. Donc, ou très peu, hein, il y a quelques dérogations qui sont accordées de temps en temps, ce qui fait que l'urbanisation est reportée au-delà de la frontière, du côté français, et qui fait donc développer toutes les communes qui sont dans les axes d'urbanisation de cette grande agglomération, qui est donc non pas uni-homogène, mais qui est finalement polynucléaire, avec plusieurs noyaux, côté ouest, côté sud, côté est, et séparé du centre de la métropole par un espace agricole très peu urbanisé ou qu'on conserve, non urbanisé. Y a-t-il des questions? Sandra? Non, de notre côté, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Pas de questions dans le Dans chat. le chat. On peut continuer, peut-être qu'elles viendront ensuite. Donc, on continue? Oui. Alors, sur les modalités de mobilité transfrontalière, deux séries de points sont abordés ici. Alors, qui sont les mobiles et ensuite, où sont-ils? Les mobiles, c'est donc plusieurs choses. Ça peut être des véhicules, ça peut être des personnes, bien sûr. Alors, en matière de personnes, cette première diapo vous donne quelques indications sélectionnées parmi ce que j'ai pu trouver. En termes d'âge, la tranche d'âge des 25-39 ans occupe presque la moitié de ces populations qui se déplacent tous les jours vers la Suisse, donc des jeunes adultes. Si vous multipliez par le nombre de personnes dans le ménage, vous arrivez évidemment à un très grand nombre de personnes qui sont concernées par ces déplacements, notamment des enfants. Voilà. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a d'autres âges, et notamment des cinquantenaires qui font le déplacement tous les jours aussi. La catégorie socio-professionnelle est plutôt du genre élevé, entre guillemets, du point de vue formation universitaire, puisque plus de la moitié de ces personnes sont des diplômés de l'enseignement supérieur, qui vont travailler, vous le voyez après, dans les activités qui sont indiquées. Dans le cas genevois, ce qui prime, ce sont les 4 éléments que j'ai indiqués, c'est-à-dire la finance, la partie scientifique ou technique en lien, par exemple, avec le CERN, mais pas seulement, les organisations internationales qui sont côté nord-ouest du centre de Genève, et puis la santé qui apparaît très régulièrement comme étant un secteur devenu très important par rapport à il y a 30 ans ou 20 ans, à savoir que les hôpitaux, toute la partie sanitaire suisse manque de personnel, notamment d'infirmiers, etc., etc. Voilà les 4 éléments importants qui expliquent qu'effectivement, la part des diplômés de l'enseignement supérieur soit évidemment très importante. Si on compare à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les autres secteurs français, enfin franco-étrangers, on retrouve ce même genre de répartition avec le Luxembourg, avec Strasbourg. En revanche, côté nordiste, région lilloise et environ, et puis la frontière avec l'Allemagne, ce sont davantage les industries qui attirent les mobiles transfrontaliers. Alors, il y a un élément aussi qui ne doit pas être négligé, qui fait suite à ce qu'on a dit précédemment, à savoir que dans ces mobiles, vous avez bien sûr des Français, il y a des étrangers qui arrivent pour travailler sur Genève, qui arrivent du monde entier et puis qui se logent dans l'espace français transfrontalier. Et puis, alors, vous avez grosse surprise, vous avez des Suisses. Enfin, pour moi, ça a été une surprise qu'il y en ait tant. Qu'il y en ait, pas surprenant, mais qu'il y en ait tant. Vous voyez, environ 10 000. Là aussi, on reste prudent sur la valeur, à repréciser. Mais 10 000 Suisses, donc citoyens suisses, qui viennent habiter côté français, pour les raisons indiquées tout à l'heure, le prix du foncier, le manque de logement, et donc ce qui se passe de l'autre côté de la frontière apporte des solutions à ces personnes qui travaillent à Genève ou dans les environs. Et enfin, pour terminer là-dessus, un cinquième des actifs de Haute-Savoie travaille en Suisse, ce qui est quand même un taux très élevé
pour une population d'un seul département. Jean, Oui? est-ce qu'on peut t'interrompre pour poser 2 questions qui sont liées à des slides précédentes? Oui? Alors, la première, c'est la propriété de l'espace agricole est-elle privée ou publique? C'est une question d'Éric Brunat. Tu parlais des espaces agricoles réservés. Tout à l'heure, oui. La propriété est privée, mais par contre, les plans des équivalents de préoccupation des sols, plans PLU, etc., en tout cas organisation de l'espace, le canton a un grand pouvoir en matière d'aménagement du territoire et de réservation, de préserver tel ou tel type de parcelle et de la classer en agricole, urbanisable ou pas, etc. S'il y a des Suisses qui écoutent, ils me rectifient ce que je peux dire si jamais je dis une bêtise, mais je ne crois pas. Et une autre question qui était quelle limite à l'augmentation des mobilités France-Suisse pour l'année à venir? Est-ce qu'on continue sur le même rythme? C'est une question de Thierry Vimont. Alors, je n'ai pas les chiffres depuis un an. On imagine une diminution. Bien sûr, pendant les confinements, il n'y a pas eu forcément grand-chose. Mais pendant les périodes de non-confinement, non, je n'ai pas de réponse précise à donner. Bon, les emplois sont là, donc ça attire toujours. Voilà, bon, Suite au prochain épisode. voilà, il vaut mieux Difficile à attendre. dire. Si on pouvait avoir des informations statistiques sur l'année 2020, ce serait déjà pas mal, mais il est un peu tôt, je pense. Alors, on a Evelyse Pichery qui nous dit qu'elle a souvenir d'estimations plus proches de 20 000 Suisses pour qui sont les mobiles. Oui. Elle demande comment est-ce que vous les avez estimés. Bah, c'est par des lectures de séries statistiques, des articles, de l'INSEE un peu, de l'Office fédéral suisse. Mais bon, bah, peut-être qu'il y a des erreurs. Alors, tout dépend de l'espace retenu aussi. Parce qu'elle précise qu'en fait, il n'y a pas d'obligation pour les Suisses de se déclarer lors d'une installation dans une commune en France. Du coup, Oui, ça doit être un peu plus compliqué du coup de pouvoir tracer quel Suisse s'installe en France ou non. Mais sans doute. voilà. Alors, en complément sur les déplacements, on a dit 91 000 qui passent de France vers le canton de Genève. Dans le sens inverse, ça existe, hein. Sans doute un petit millier de Suisses qui viennent travailler en France, côté français par rapport à Genève. Mais là, bon, c'est pareil, les chiffres ne sont pas forcément actualisés. On continue? Non? Oui, c'est bon. Merci. Alors, où sont-ils ces mobiles? Alors là, pareil, hein, en prenant des statistiques sur les flux, vous avez en gros simplifié avec ces rectangles verts les origines-destinations des principaux flux qui entrent dans le secteur du canton de Genève. Alors bon, bien sûr, vous avez ici le secteur du Pays de Gex, ici tout ce qui vient du sud, Saint-Julien-Genevois, mais maintenant beaucoup plus au sud, jusqu'à Annecy, voire plus. Ici, la vallée de l'Arve et le secteur du Tononnais. Et puis là, ce qui est un petit peu dans les environs proches, vers Douvaine, etc. Donc là, les chiffres, j'ai cherché, mais j'ai vite abandonné pour trouver les valeurs précises de chaque flux. Bien sûr, on a des 20 000, des 30 000, etc. Bon, mais selon les sources, on n'a pas tout à fait les mêmes indications. Et alors, vous n'oubliez surtout pas, parce que ça, justement, les statistiques françaises n'en parlent pas, hein, qu'il y a également un très grand flux venant du Nord tous les matins, du canton de Vaud, de Lausanne, du secteur de Nyon, etc., de personnes qui sont suisses et qui viennent travailler tout simplement dans leur capitale de la Suisse romande. Alors là, c'est pareil, hein, ce sont des dizaines de milliers, mais alors sont-ils 30 000, 50 000, 70 000 ça varie énormément selon les statistiques, donc je ne me lance pas là-dedans. Alors bien sûr, ce sont des mobiles qui font, comme dans toute métropole, toute agglomération urbaine, des flux centripètes le matin aux heures de pointe, des flux centrifuges aux heures de pointe du soir. C'est tout à fait classique, hein. C'est une métropole qui fonctionne, une agglomération urbaine qui fonctionne. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition entre les modes de transport, les principales catégories
Côté suisse, avec le système hyper performant en transport collectif qui a été bâti, ils arrivent malgré tout à avoir 55% des mobiles, des transfrontaliers, qui arrivent en transport collectif, alors qu'en France, on est peut-être à 10, là aussi très prudent sur cette valeur, entre 5 et 10, peut-être 10, alors que le reste, oui, en France, sera plutôt autour de 90%, tandis qu'en Suisse, on est plutôt avec seulement 40% de véhicules, d'arrivée en véhicules légers. Mais quand on voit les bouchons absolument quotidiens sur l'autoroute Genève-Lausanne, on se dit qu'heureusement qu'il y a ces 55% en transport collectif, notamment le train, qui arrive. Sinon, la congestion, elle serait bien au-delà de Lausanne, à tout touche, sur 70 km. La congestion, elle est là, partout. Elle a été là, elle l'est un peu moins sur certains tronçons. Et puis, bien sûr, les problèmes d'environnement sont posés à cet égard. Alors, vous avez aussi, en termes de dynamique dans le temps, un phénomène qu'il faut bien mettre en évidence, à savoir que sur ces deux cartes là à gauche, qui vous montrent l'espace franco-suisse lémanique sur une quinzaine d'années, un petit peu plus, entre 1999 et 2016, vous voyez combien l'espace qui attire des Français vers Genève s'est étendu énormément. Vous placez bien évidemment là-dedans la date de 2002, qui autorisait donc des personnes habitant à plus de 10 km de la frontière pour obtenir un travail en Suisse dans ce secteur genevois ou vaudois. Alors, ça va jusqu'à Annecy. Et vous voyez un petit peu la valeur qui est indiquée en bas. Il y a une trentaine d'années, je n'ai plus la date précise en tête, mais on était à peu près à 140 personnes, migrants chaque matin vers la Suisse pour travailler. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, 4800 frontaliers, mobiles, transfrontaliers, qui quittent Annecy tous les matins, reviennent le soir pour aller travailler en Suisse. Et c'est que Annecy. Mais vous avez aussi, dans la vallée de l'Arve, une très grande poussée de plus en plus en amont, jusque vers Cluses, Sallanches, et parfois quelques stations qui ont moins d'emplois et pour lesquelles les personnes vont travailler sur Genève. Alors voilà, alors le phénomène est identique, vous voyez, sur la frontière jurassienne. Ici, c'était entre les mêmes dates, 1999 et 2016. Vous voyez combien, à nouveau, l'espace des transfrontaliers s'étend de plus en plus vers l'intérieur du territoire français. Ce qui, bien évidemment, amène à poser cette question classique pour le géographe, de plus en plus, c'est savoir cette coïncidence ou non entre territoire fonctionnel et territoire institutionnel. Territoire fonctionnel, c'est ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire, voilà, vous avez une métropole qui attire des personnes qui viennent d'un peu partout, c'est un organisme, un organe qui fonctionne, voilà. Et par-dessus, vous avez les strates institutionnelles, qu'il s'agisse des États, des régions, des cantons, de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les organismes ou institutions transfrontalières. Et voilà, et donc il y a discordance dans le cas du Genevois, discordance très nette, malgré les efforts de coopération transfrontalière qui sont tout à fait performants, louables et bienvenus. Mais malgré tout, il n'y a pas l'équivalent d'une communauté d'agglomération qui sont institués en France maintenant partout, sur la seule agglomération genevoise transfrontalière. Est-ce qu'on y arrivera un jour? Peut-être, peut-être pas. On verra. En tout cas, c'est un phénomène extrêmement important qui est signalé. Vous n'oubliez pas non plus avec ces deux cartes que vous avez des résidents, notamment du Pays de Gex, ici, ou du secteur du Jura, qui sont transfrontaliers, mais qui ne vont pas travailler à Genève, mais qui vont travailler dans le canton de Vaud, et qui vont dans le secteur de Nyon, mais qui vont aussi jusqu'à Lausanne ou ailleurs. Donc, ne pas l'oublier. Alors, c'est 4 000, 5 000 personnes tous les matins qui font ce trajet depuis ce secteur ici. Est-ce que les valeurs sont encore fiables? Point d'interrogation. Et puis, alors, on change de secteur. On quitte le secteur franco-genevois strict pour aller sur la rive sud du Léman. Et ne pas oublier ces phénomènes. À savoir que, et là, on félicite les étudiants du Master Titus qui ont contribué, qui contribuent en ce moment dans le cadre d'un atelier professionnalisant avec l'État du Valais, à réfléchir sur ce qui se passe à Saint-Gingolph. Saint-Gingolph, c'est cette localité frontalière ici. Et vous voyez, tous les cercles bleus correspondent à des véhicules enregistrés à la frontière à Saint-Gingolph qui arrivent de tous ces secteurs-là
et de personnes qui vont travailler vers tous les points rouges indiqués côté suisse, donc en Valais jusqu'à Sion, en Vaud, hein, notamment secteur de Montreux-Villeneuve-Vevey, et même jusqu'à Lausanne, et encore au-delà sur le plateau suisse. Et ça, c'est seulement ceux qui prennent la route, hein, qui prennent la route et qui, à la limite, font un énorme détour routier pour aller travailler matin et soir et revenir le soir, voire jusqu'à Lausanne, pendant que simultanément, et là la carte ne le montre pas, enfin n'indique pas, mais vous avez aussi des flux lacustres de traversée de Évian à Lausanne, de Thonon à Lausanne, et puis il y en a également aussi du secteur d'Ivoire vers Nyon environ. Et à la louche, c'est aux alentours de 2400 personnes par jour, alors que sur les flux à Saint-Gingolph, hein, c'est environ 2500 véhicules. Alors combien de personnes y a-t-il dans les véhicules? Là, je n'ai pas le taux. Voilà, ne pas oublier hein, que dans les mobilités transfrontalières franco-suisses lémaniques, vous avez pas seulement Genève, mais vous avez aussi toutes celles-ci. Alors, c'est un document de travail, ça reste à affiner ou à compléter si jamais il y avait quelques oublis. Jean, on va un peu passer sur cette partie de questions sur la partie 2. On reviendra aux questions à la fin de la partie 3 parce qu'il nous reste 10 minutes. D'accord. J'ai été trop long. L'adaptation progressive de transport, c'est donc essayer de voir avec du recul dans le temps la manière finalement dont la métropole, si on peut parler comme ça, la grande agglomération genevoise et ses périphéries ont réagi par rapport ou ont agi par rapport à cette extension d'une agglomération très vaste. L'ensemble hein, de tout le secteur franco-genevois, c'est de l'ordre du million d'habitants. Il y a une petite erreur dans la vidéo qui vous dit 2 millions, c'est 1 million. Le 2 millions, c'est plutôt pour l'espace lémanique, hein, à la louche. Alors après, tout dépend jusqu'où on va dans l'intérieur. Alors, premier point, hein, c'est l'adaptation de l'offre. C'est dans ce secteur franco-genevois, ça a été le développement de l'intermodalité, comme ça se fait partout en Suisse, mais ici particulièrement avec une des premières innovations qui a été faite dans le temps, à savoir la création de ce qu'on appelle une intermodalité zonale et réticulaire, terme compliqué, mais tout simplement création de ce qu'on appelle une communauté tarifaire qui associe canton suisse et commune ou canton français de l'autre côté de la frontière, là, tout dépend des limites, hein, et qui associe tous les opérateurs de réseau, qu'ils soient français ou suisses, SNCF, CFF, mais aussi les TPG, Transport public genevois, et aussi les transports publics de chaque ville quand elle en a, mais aussi les bateaux, mais aussi tous les moyens de transport et toutes les autorités organisatrices de transport à l'époque. Alors, cette communauté tarifaire s'appelle Uniréseau, elle porte d'autres noms dans d'autres agglomérations, une bonne dizaine d'agglomérations helvétiques ont créé cette affaire-là, système qui n'existe pas en France, hein, le système de la communauté tarifaire. À Lausanne, ça s'appelle Mobilis. Et donc, ça a été une forme de proposer des tarifications valables aussi bien pour les Suisses que les Français, utilisant tous les modes, et quelle que soit la distance, selon l'abonnement choisi par les uns ou par les autres. La deuxième chose a été consisté à développer l'interopérabilité. Alors, il y a en gros 20 ans, vers 2000-2001, j'ai plus la date précise en tête, les Suisses, les Genevois ont réussi à créer un train en de banlieue qu'ils ont appelé RER, le Rhône Express régional, non pas le réseau express régional, mais le Rhône Express régional, pour aller tout simplement de Genève-Cornavin jusqu'à Bellegarde, aux heures de pointe du matin et du soir, pour amener et ramener le soir des personnes transfrontalières qui vont travailler tous les matins à Genève. Et donc, 3, 4, 5, 6 navettes le matin, pareil le soir. Ça a été un premier élément. Et puis, depuis, le grand projet d'ICEVA pour l'infrastructure est devenu le Mans Express pour le fonctionnement, s'est développé. Et en décembre 2019, ce réseau que vous avez sous les yeux a été réalisé, créant donc, à partir du centre, si on peut dire, des rayons à desserte extrêmement importantes. Alors, jusqu'à Annemasse, je crois qu'on est à 200 confondus, on est à peu près à 110 trains par jour, Évian une vingtaine, Bellegarde 80, on divise par 2 pour chaque sens. Et on n'oublie pas que sur l'axe Genève-Lausanne, on est à 250 trains par jour,
deux sens réunis, hein, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel pour amener, bien sûr, les personnes de Lausanne ou d'ailleurs vers Genève. Alors, je vous ai mis ici quelques documents sur la création possible de chaînes multimodales et intermodales. Alors ici, on aborde plus le tourisme que les déplacements quotidiens de travail. Mais voilà ce qui peut exister. Vous partez de Genève Centre ici, vous prenez le train, vous avez la légende en bas, vous allez jusqu'à Brigue tout à fait en amont du Valais, et puis là, avec notre train, vous arrivez ici à la station de Béthune, et en correspondance immédiate ou presque, vous montez en téléphérique à la station de Bête-Maralp. Donc vous avez la proposition pour Bête-Maralp. Vous avez la même chose pour Verbier, hein, qui existe ici, en changeant de train à Martigny, puis on passe du train au câble au Chable. Et l'hiver dernier, donc pendant l'hiver 2019-2020, tous les samedis et ou dimanches, je crois que c'était les samedis, ont été mis en place des trains directs de Genève Aéroport jusqu'au Chable, sans transbordement nulle part, et correspondance immédiate avec le télécabine, le téléverbier. Hein, donc c'est quand même tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas s'ils ont renouvelé cette année, vu les contextes, c'est pas sûr. Alors côté français, là aussi, ce sont les étudiants Titus qui ont fait ces graphes. Je les remercie beaucoup. On s'amuse, entre guillemets, pour adapter un éventuel équivalent depuis Genève-Centre grâce au Léman Express qui remonterait la vallée de l'Ave jusqu'à Maglans. Et là, on prendrait un jour peut-être le Funiflène ou Flaine Express téléphérique qui est projeté, acté et qui risque de se construire d'ici quelques années. Voilà, donc on a des chaînes multimodales qui sont possibles grâce à cette interopérabilité qui a été réalisée. Je passe pour aborder le deuxième point. Et si on prend un peu de hauteur et de recul, hein, c'est pour voir que sur le temps long, finalement, la frontière que vous avez en entièreté noire était finalement une limite presque infranchissable et que côté ferroviaire, quand on a construit les voies ferrées, on en a construit qui ont longé la frontière pour passer à Saint-Julien-de-Masse et continuer jusqu'à Evian, et puis pénétrer la vallée de l'Arve, ou bien aller dans le Pays de Gex, maintenant il y a un bout de temps qu'elle a été fermée. Bon, il y a malgré tout une voie qui est allée jusqu'à Genève, bien évidemment, de même que depuis Annemasse jusqu'à Genève-aux-Vives. Quand plus tard, le système autoroutier se met en place, on a un peu un équivalent. Hein, dans les années 1970, j'ai plus la date d'ouverture de l'autoroute A40 dans ce secteur, Monsieur Dubois nous dira peut-être tout à l'heure, eh bien on longe la frontière comme le chemin de fer l'a fait, puis on entre dans la vallée de l'Arve, et puis il y a un petit bout qui va vers le centre de Genève. Et l'autoroute suisse unique qui arrive ici au centre de Genève, elle est là, elle arrive en plein cœur. On est dans l'existence de transversales par rapport au flux qui existent ou qui se développent. Et peu à peu, eh bien, on voit apparaître des radiales qui se connectent, par exemple l'autoroute arrivant de Lausanne ici au centre de Genève, passe à l'aéroport de Genève, et puis on contourne. Ça a été une opération extrêmement compliquée, très longue sur les plans politiques, concertation et chantier, qui contourne le centre de Genève pour arriver à la frontière, à la zone de Bardonnay. Et plus récemment, vous avez l'autoroute A41 Nord qui a relié ce secteur-là à Cruzeil. Hein, voilà. Et puis plus récemment, je rajoute dans le cadre du bas le graphe montrant le Léman Express, le RER, et qui montre que vous voyez que maintenant on est dans des logiques où une agglomération, un territoire transfrontalier, crée finalement des réseaux radio qui viennent compléter ce qui existait avant pour améliorer le système de déplacement de toutes ces personnes qui se déplacent matin et soir. Alors ici, dans le document du PMGF, vous avez un certain nombre d'éléments qui complètent ce que je viens de dire au niveau de tramway, de réseaux de bus, et qui là aussi sont radio pour compléter et améliorer la desserte des périphéries, qu'elles soient suisses ou françaises, de l'autre côté de la frontière. Alors pour terminer, bien sûr que ce thème est absolument captivant, une thématique également en pleine transformation et qui, pour les acteurs, les opérateurs, les chercheurs, soulève un très grand nombre de questions. Et vous avez une liste là qui n'est pas complète, mais bon, bien sûr, quid des nouvelles mobilités qui se développent aujourd'hui? En quoi le transfrontalier est-il
créateur de réticularité, en quoi il y a les interactions entre la mobilité et l'espace urbain existent et comment se manifestent-elles, les comportements des véhicules, des personnes qui sont dans les véhicules légers se traduisent de quelle manière, comment évoluent-ils avec ces nouvelles mobilités. Bien sûr, tout l'aspect de la durabilité en environnement alpin est un problème, et bien évidemment, tout ce qui est l'introduction du numérique dans le système de mobilité est à prendre en compte dans ces perspectives-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il est 17h40. Je crois que j'ai tenu le temps. Et voilà, Sandra. C'est parfait, merci beaucoup, Jean. On a un commentaire, après c'est la vidéo, c'est ça? Oui. À la vidéo, du coup, c'est de Nicolas Hu du conseil départemental de Haute-Savoie qui dit qu'il confirme des divergences fortes entre le recensement de l'INSEE et le recensement réalisé par le département concernant les Suisses et les doubles nationaux en France. D'accord. Mais à part ça, pas de questions. Donc je pense Bon. Merci beaucoup, Jean. Nicolas Hu précise autre chose. Le temps Oui. que le département avait retenu en 2016 le chiffre de 13 000 Suisses et doubles nationaux sur le territoire au Savoyard, sans compter le pays de Gex. D'accord. Bon. Merci de l'information. Une question. Qu'en est-il de l'apport de la voie verte? L'apport de la voie verte. Je n'ai pas d'informations. Je crois que M. Donc, qui est d'Annemasse Aglo, assiste à la séance. S'il peut intervenir, je ne sais pas s'il a droit à la parole, je ne sais pas. Il a peut-être plus d'informations que moi à donner. Vous pouvez réactiver votre micro. De façon concise, parce que je crois que le temps est compté. Oui. Non, pas de... Non, pas monsieur, donc c'est pas grave. Jean, on va pouvoir, on réagira un petit peu plus tard. Ah si. Oui. Alors, Jean-François donc répond qu'il y a environ 3 000 personnes par jour à la frontière, 5 000 sur la Suisse. 3 000 personnes qui passent de France vers Suisse. À vélo. C'est ce que j'ai compris, oui. D'accord. Merci, monsieur Donc. Noël Bouffard de Soprasteria nous demande si cette étude a été présentée à des responsables de mobilité suisse. Non, puisque je viens de la concevoir. D'accord. Ok. Jean, je vous propose de passer à la vidéo de présentation de la chaire et puis on reviendra sur les dernières questions à la fin. Merci. Dans un espace franco-suisse centré sur une ville mondiale en pleine extension, articulé autour d'un bassin de vie exceptionnel entre lacs et montagnes. Le Grand Genève est une agglomération attrayante qui regroupe 209 communes. Cela représente au total 2 millions d'habitants. On peut compter tous les ans 10 000 habitants supplémentaires, soit une croissance démographique de 2,1%, ce qui est 4 fois supérieur à la moyenne nationale. Cela s'explique surtout par sa situation géographique. Les frontières communes entre la Suisse, la France et l'Italie facilitent les échanges. Ils se manifestent par des flux touristiques saisonniers avec un accès aux stations de sport d'hiver et d'alpinisme, mais aussi par des flux transfrontaliers quotidiens. Il y a plus de 100 000 déplacements pendulaires par jour entre domicile et travail à la frontière franco-suisse. Et au total, plus de 350 000 déplacements quotidiens, soit 15 voitures supplémentaires chaque jour. Tous les jours, 60% des usagers se déplacent seuls dans leur véhicule, contre seulement 6% de déplacements en bus. Ces déplacements à dominante individuelle et automobile posent de nombreux problèmes, tels que la pollution et une forte congestion routière. Les collectivités locales ont une volonté forte d'offrir un système de mobilité durable via l'essor d'offres de transport collectif et de modes de transport doux. Avec la création de la chaire transfrontalière Mobilité, Recherche et Formation, l'Université Savoie-Mont-Blanc et sa fondation rejoignent les collectivités locales dans un cadre fédérateur pour construire et partager la connaissance et l'expertise.
Le territoire transfrontalier du pôle métropolitain vit depuis plus d'1 an une vraie révolution de la mobilité avec des infrastructures nouvelles, extrêmement performantes. Donc on a tous les outils pour que la mobilité nouvelle devienne une réalité sur ce territoire. La chaire de la mobilité doit être au cœur maintenant de la réflexion et de l'approfondissement de cette révolution de la mobilité qu'on est en train de faire. Et il n'y a pas de meilleur endroit, finalement, pour travailler sur ces mobilités nouvelles. Il y a un champ de réflexion et de recherche extrêmement important. Aller vers un institut franco-suisse de la mobilité, ça me semble une excellente idée, un rêve même. La frontière est un lien et pas une coupure. Travailler au niveau franco-genevois est sans doute un objectif tout à fait intéressant, voire nécessaire, pour trouver les bonnes solutions des deux côtés de la frontière. C'est d'abord et avant tout une structure portée par la fondation de l'USMB et qui a pour vocation d'être partenariale entre des partenaires académiques, des partenaires économiques, des partenaires institutionnels, de façon à créer des synergies en termes de recherche et de formation autour de la mobilité. On a des disciplines qui tournent autour de l'aménagement, de la géographie, de l'économie, de l'ingénierie de la mobilité, du transport, de l'environnement aussi, du droit. Voilà, essentiellement, on peut aller dans les technologies aussi ultra performantes et innovantes actuelles autour de la digitalisation par exemple. Les bénéficiaires, de mon point de vue, sont multiples et je dirais simplement, ça peut être tout le monde. La société en général, les citoyens qui ont besoin de se déplacer et qui attendent des solutions pour mieux se déplacer, des partenaires économiques et entreprises privées, mais c'est aussi, bien sûr, les collectivités locales. La mobilité dans notre département, c'est notre quotidien, qui nous permet de conjuguer l'attractivité du territoire et la façon de se déplacer dans un espace de plus en plus contraint. La mobilité transfrontalière, c'est notre quotidien. Elle nous permet de conjuguer l'usage de la voiture, du train, du vélo, du bateau, un formidable laboratoire pour étudier et pour en déduire toutes les formations nécessaires et l'engagement autour de la formation et de l'économie de ce territoire transfrontalier. Parce que le département de la Haute-Savoie aime l'université. Il aime, avec le département de la Savoie, dans le cadre du Conseil Savoie-Mont-Blanc, nous aimons l'université, nous aimons la fondation qui porte cette chaire de mobilité. Et ici, à Haute-Savoie, parler de la mobilité transfrontalière, c'est presque notre quotidien. Voilà pourquoi nous sommes auprès de vous et avec vous dans ce dispositif. On a besoin de vivre et de travailler dans les meilleures conditions et nous sommes très heureux que l'université s'engage dans cette réflexion et soit capable de proposer la Haute-Savoie et le territoire transfrontalier de demain à travers cette réflexion sur les nouvelles mobilités qui sera conjuguée dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Nous avons le temps pour le faire. La recherche académique au service de la mobilité durable transfrontalière commence maintenant. Rejoignez-nous www.fondation-usmb.fr. Alors voilà, maintenant, vous en savez plus sur la chaire transfrontalière mobilité. Maintenant, j'invite Christophe Dubois à compléter les propos de Jean Varlet avec sa présentation. Christophe, on vous laisse la main sur le PowerPoint. Bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Vous voyez bien? Bon. Bien, écoutez, merci à vous de m'accueillir dans le cadre de ce webinaire. Alors, mon propos va être moins savant et moins global que l'intervention de Jean Varlet. Moi, on m'a demandé de contribuer à l'aune de l'action que nous mettons en œuvre au sein d'Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, qui sommes des acteurs de la mobilité locaux concernés par ces problèmes de déplacement transfrontalier. Alors, en quelques mots, très rapidement, puisque le temps est compté, Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc, c'est une petite société d'autoroutes, majoritairement détenue par l'État et les collectivités publiques, et notamment le département de la Haute-Savoie. C'est, pour ce qui concerne sa section proche de l'agglomération genevoise, 50 000 déplacements quotidiens.
un réseau qui relie 200 communes et qui est très maillé avec le territoire, parce que bien que de faible longueur, ce réseau autoroutier est constitué de 24 échangeurs avec les différents points qui sont desservis par ce réseau. Très rapidement, vous dire que le trafic est majoritairement un trafic de véhicules légers, que ce soit sur l'autoroute Blanche ou que ce soit sur la route Blanche en direction de Chamonix, voire même au tunnel du Mont Blanc. On est sur le réseau autoroutier dans une proportion de 90% de véhicules légers pour 10% de trafic lourd. Et concernant plus particulièrement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez là devant vous une carte du réseau ATMB. Ce réseau dont l'épine dorsale est constituée de l'autoroute A40 et à l'est de la route Blanche. Ce réseau se prolonge par 2 petites antennes autoroutières qui desservent l'agglomération genevoise. Au sud, la 41, dont Jean Varlet a parlé tout à l'heure et qui quotidiennement supporte un trafic de 50 000 véhicules jour dans les 2 sens de circulation. Et plus à l'est, l'autoroute A411 qui, elle, supporte près de 20 000 véhicules jour et qui permet effectivement de rentrer directement dans l'agglomération genevoise, là où la 41 est plutôt une autoroute de contournement de la ville de Genève, dans le prolongement de l'autoroute A1 qui relie plus au nord Lausanne. Donc voilà un peu pour rappeler le contexte à la fois géographique du réseau que nous exploitons et en ce qui concerne les trafics qui sont concernés par la thématique du jour. Vous voyez que 50 000 véhicules à Bardonex et 18 000 véhicules à Valar, c'est quand même près de 70 000 véhicules qui sont concernés par l'emprunt du réseau ATMB. Alors, dans un contexte où, depuis un certain nombre d'années, Autoroutes et Tunnels du Mont Blanc œuvrent sur la thématique environnementale, et ce sur différents aspects, donc je ne vais pas, rassurez-vous, vous en dire davantage sur la politique environnementale d'ATMB. En tous les cas, ce n'est pas le lieu aujourd'hui de vous présenter dans le détail cette politique qui d'ailleurs vient d'être récompensée de la labellisation ISO 14001. Vous dire quand même que cette politique environnementale, en tant qu'acteur de la mobilité, elle est pour nous une cible, ou en tous les cas une boussole permanente de notre action en tant qu'acteur de la mobilité. Et alors on pourrait se dire ATMB finalement, c'est un exploitant, il a à gérer et à exploiter, entretenir une infrastructure autoroutière, et n'étant pas une autorité organisatrice de la mobilité, finalement sa capacité d'action, sa capacité à orienter ou à faire évoluer la mobilité n'est pas dans son ADN. Il se trouve que nous, on estime que quand on prend l'histoire d'une société comme ATMB, et Jean Varlet en a parlé précédemment, la construction de l'autoroute A40 a été un acte fort en termes d'aménagement du territoire, de ce territoire. Et aujourd'hui, en tant qu'acteur de la mobilité, nous sommes que nous avons encore une responsabilité d'aménageur. Alors certes, il ne s'agit pas d'aller reconstruire d'autres autoroutes, même si d'autres autoroutes, un autre autoroute pourrait voir le jour prochainement en Haute-Savoie, mais le sujet n'est pas là aujourd'hui. Mais en tant qu'acteur de la mobilité, comment faire finalement pour participer, contribuer, encourager à ce que les modes de déplacement, les habitudes de déplacement puissent évoluer et, si possible, évoluer dans un sens vertueux qui soit, en l'occurrence, compatible avec notre carnet de route environnemental, notre politique environnementale. Alors, plusieurs actions pour ce faire. Tout d'abord, et c'était une des remarques qui était faite lors de l'intervention de Jean Varlet, si on veut parler de la réduction finalement des déplacements. La réduction des déplacements, on peut l'atteindre par différents biais. On est en ce moment, depuis un certain nombre de mois, tous concernés par la crise sanitaire, et on voit que le télétravail, bien évidemment, contribue à une forte réduction des déplacements. Mais dans un mode de fonctionnement, entre guillemets, normal, ou à périmètre nominal, il nous semble, nous, que le covoiturage est un levier pour permettre à ces déplacements d'être significativement, en tous les cas assez sensiblement réduits. Donc cela commence, en ce qui nous concerne, par différents aménagements au niveau de l'infrastructure. En premier lieu,
construction de parkings de covoiturage avec le long de notre réseau. Vous voyez, près de 310 places de covoiturage qui permettent donc de réduire les véhicules qui empruntent l'autoroute. Donc là, je vous ai présenté les parkings qui actuellement sont en service. D'autres sont à l'étude, notamment un très gros parking à Archamps. Alors, on y travaille avec le pôle métropolitain et avec les collectivités locales. Un parking de covoiturage qui pourrait aussi à terme être branché avec, enfin, être connecté plus exactement avec les transports collectifs. Et donc là, on aurait quelque part, non pas un simple parking de covoiturage, mais un hub intermodal. Une autre action en faveur du covoiturage, c'est aussi une politique commerciale qui incite au covoiturage, puisque plus le covoiturage sera peu coûteux, voire gratuit, plus cela pourra intéresser un certain nombre de personnes qui vivent sur ce territoire d'aller basculer vers du covoiturage. Donc ATMB et le pôle métropolitain du Genevois français se sont mobilisés, si vous voulez, pour aller soutenir financièrement une opération qui consiste, avec un opérateur qui s'appelle Klaxist, d'aller financer un certain nombre de trajets de covoiturage qui s'opèrent sur ce pôle métropolitain, et ce, quel que soit le type de déplacement. C'est-à-dire que ça ne concerne pas uniquement les déplacements qui sont faits sur l'autoroute. Bien au contraire, l'idée, c'est qu'à partir du moment où une origine ou une destination concernée par le déplacement est inclus sur ce territoire, eh bien, la collectivité locale et ATMB participent à financer un système qui rend le covoiturage sur ce territoire gratuit. Et donc, c'est assez incitatif pour que les gens abandonnent leur véhicule personnel et basculent sur du covoiturage. Alors, une autre façon d'aller aussi, pour nous, en tant qu'aménageurs, en tant qu'exploitants, permettre une bascule vers le covoiturage, c'est d'aller mettre en place des infrastructures qui facilitent le covoiturage. Alors, j'avais prévu de vous montrer une petite vidéo, mais le temps m'étant compté, je ne vous la montrerai que si j'ai du temps après mon intervention, mais je pense que vous connaissez le sujet. Il s'agit de l'aménagement d'une voie dédiée au covoiturage au niveau de la voie de la plateforme douanière de Valar, qui est en place depuis la fin de l'année 2018, qui fonctionne dans les deux sens, France-Suisse, mais aussi Suisse-France. Donc, on a travaillé avec nos homologues suisses pour faire en sorte que lors de l'heure de pointe du matin côté France et l'heure de pointe du soir côté Suisse, les véhicules qui sont occupés par plus de deux occupants puissent bénéficier d'une voie qui leur est dédiée et qui donc facilite leur transit de cette plateforme douanière qui est le lieu d'un certain nombre de congestions chaque matin. Nous sommes en train d'évaluer, enfin les premières évaluations sont sorties, elles sont positives. On est maintenant en train d'évaluer des dispositifs de contrôle-sanction parce que vous imaginez bien qu'il y a des gens qui sont tentés d'aller emprunter cette voie vu qu'elle facilite grandement le passage de la douane. Et on a toujours malheureusement des resquilleurs. Bon voilà, donc on est aussi en train de travailler avec des industriels pour avoir des espèces de caméras, de radars qui sont en capacité de calculer en temps réel l'occupation de ces véhicules, de manière à ce qu'à terme, peut-être qu'on ait des barrières qui viennent ici ou là intercepter les fraudeurs. Bon, pour l'instant, on est sur un moment de travail expérimental. Sachez que nous sommes en train aussi de travailler avec la collectivité locale, enfin les collectivités locales et l'État français pour réfléchir à l'aménagement d'une quatrième voie, donc une voie supplémentaire du côté de Bardonnex cette fois-ci, aussi pour pouvoir imaginer à terme faciliter le transit de la zone de Bardonnex qui est aujourd'hui très congestionnée pour les covoitureurs. Une autre façon d'aller aussi promouvoir une mobilité vertueuse, c'est d'aller inciter les automobilistes à utiliser, voire à acheter des véhicules électriques pour se rendre ici ou là, et notamment en Suisse. Et donc, depuis un certain nombre, 2 ans, maintenant près de 2 ans, nous avons mis en place un nouvel abonnement qui s'appelle Mobilitis, qui offre pour les personnes qui détiennent un véhicule électrique des réductions à l'aune de 80% sur le réseau autoroutier ATMB et qui peut même aller à 100% lorsqu'ils achètent leur véhicule. C'est un réseau de concessionnaires qui se situe en Vallée de l'Arve. Alors, ça peut sembler symbolique, ça ne l'est pas, puisqu'au bout de 2 ans, nous avons quand même 600 abonnés qui profitent de cet abonnement et qui, donc, en roulant avec des véhicules électriques et électriques à 100%,
viennent et nous ont expliqué d'ailleurs qu'ils avaient fait l'acquisition d'un véhicule électrique à partir du moment où ils avaient connaissance de ce produit. Vous dire qu'en tant qu'autoroutier, et bien que faisant partie des plus petits élèves en taille de la classe autoroutière, nous avons quand même été montrés un exemple par ces diverses manifestations, ces diverses initiatives que nous prenons sur le sujet de la mobilité durable, dans le cadre des discussions qui se sont tenues au Parlement autour de la LOM, la loi d'orientation des mobilités. Thierry Repentin, le président de la TMB, par ailleurs maire de Chambéry, mais qui est président de la TMB, a été auditionné à plusieurs reprises par le Sénat, par l'Assemblée, sur l'histoire récente de l'entreprise en matière de mobilité. Et de ces échanges sont sorties des dispositions dans le cadre de cette loi d'orientation sur les mobilités qui vont s'appliquer, ou qui devraient en tous les cas s'appliquer à toutes les prochaines concessions autoroutières qui devraient voir le jour, notamment sur ce dont je vous ai parlé à l'instant, une tarification favorable pour les véhicules à faible émission, des bornes de recharge pour les véhicules électriques ou hydrogène, et je reviendrai sur l'hydrogène juste après, des parkings de covoiturage en nombre et des voies de covoiturage réservées. C'est-à-dire qu'on imagine qu'à terme, pour les nouvelles concessions et peut-être un jour pour les concessions existantes, les concessions autoroutières, ces dispositions deviennent contractuelles pour les sociétés autoroutières. Alors, même si c'est un petit peu en marge de la discussion de ce jour, quand bien même on a vu que la voie verte entre Annemasse et la Suisse, enfin la France et la Suisse étaient assez empruntées, nous contribuons aussi à financer des véloroutes, notamment des véloroutes, mais plus globalement des itinéraires qui sont empruntés par ce qu'on appelle aujourd'hui, je crois, alors ça change tout le temps, c'était la mobilité douce, je crois que maintenant c'est la mobilité active. En tous les cas, voilà, sachez que sur les 4-5 dernières années, ATMB a cofinancé pour près de 1 million d'euros divers projets d'aménagement, d'infrastructures qui permettent aux abords de l'autoroute, soit le long de l'autoroute, soit au-dessus de l'autoroute ou en dessous de l'autoroute, d'aller favoriser de la mobilité douce ou dynamique, et là aussi de manière à favoriser cette nouvelle mobilité. Alors, pour un grand nombre des usagers qui empruntent ces voies, on est plutôt sur du loisir, mais de plus en plus, on constate des gens qui, soit dans une logique d'intermodalité, soit parfois dans une logique de monomodalité, empruntent ces voies vertes pour se rendre sur le lieu de travail et parfois au-delà de la frontière. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, précédemment, nous travaillons actuellement avec des acteurs économiques locaux au niveau de la vallée de l'Arve, puisque dans le cadre d'un projet poussé par la région qui s'appelle Zero Emission Valley, nous avons réuni un certain nombre d'acteurs pour leur proposer de s'associer avec nous à la création d'une station hydrogène en vallée de l'Arve. Alors, pour que cette station soit, entre guillemets, rentable, puisque c'est un investissement assez considérable, il faut bien sûr s'assurer que, une fois la station construite, on ait une flotte de véhicules qui soit suffisamment importante pour, entre guillemets, rentabiliser l'investissement. Alors, nous, on s'est engagé non seulement à contribuer au financement de la dite station, mais aussi à faire basculer un certain nombre de nos véhicules de service, de nos véhicules de fonction, de nos véhicules techniques sur une flotte hydrogène, comme nous le faisons par ailleurs sur l'électrique ou sur le gaz de ville. Voilà. Donc, vous voyez que ces actions mises bout à bout participent à une forme de cohérence. En tous les cas, c'est ce que l'on souhaite en matière de mobilité, soit pour la contenir, soit pour la réduire, et je pense notamment au covoiturage, soit pour transformer les usages, je pense aux véhicules électriques et demain aux véhicules hydrogène, voire même à d'autres modes de transport que sont le vélo, voire j'irais même jusqu'à dire la marche à pied, puisque dans un des derniers slides que je vous ai proposé sur les modes doux, vous voyez ici une passerelle en mode doux, c'est-à-dire que l'autoroute A40 devrait, en 2021, voir se construire au-dessus d'elle une passerelle qui sera en capacité d'accueillir les piétons et les vélos. Or, on sait que Collonges, on est à quelques encablures, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, de Genève, et on peut peut-être imaginer que cette passerelle va aussi concerner des gens qui, tous les jours, iront travailler en Suisse. Voilà, j'espère avoir respecté la mine, ne pas être trop long, et je suis disposé à répondre à vos questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Christophe. On a un tout petit peu dépassé le timing, mais on avait été un petit peu plus long au départ. C'est pas un souci. Merci beaucoup pour votre intervention. Il est 18h06, donc on ne va pas vraiment avoir le temps de prendre plus de questions qui sont arrivées un peu au préalable, qui étaient plus destinées à Jean Varlet. Donc Jean, si vous le voulez bien, vous pourrez répondre à ces questions par mail plus tard. On a les contacts des participants. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Je tiens particulièrement à remercier Anne Massaglo, le département de la Haute-Savoie et le pôle métropolitain du Genevois français pour leur soutien et le soutien à la chère mobilité. Merci évidemment à Jean Varlet pour son intervention et à vous, Christophe, toujours des interventions de qualité. Ça fait toujours plaisir d'avoir du contenu et de nouvelles connaissances accessibles à tous. En ce qui concerne les prochaines étapes de la chaire, nous organiserons une table ronde sur la mobilité transfrontalière pour aller plus loin fin février avec Pulse à Massaglo. On vous enverra des informations évidemment là-dessus plus tard. Et puis, une première masterclass est en cours de planification. Donc, je vous invite à nous contacter pour plus de questions. Et puis, cette présentation sera disponible sur notre site de la Fondation. Merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci.